Cette semaine à Hockey le Magazine, on rencontre Philippe Roy de chez Perfo Elite. On aura notre capsule hebdomadaire du trio hockey avec Éric Dupont et Pierre Gervais. On parle avec Raphaël Harvey-Pinard pour revenir sur son parcours au hockey mineur. Mais d'abord, une entrevue spéciale réalisée avec M. Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui a annoncé en décembre dernier qu'il allait quitter ses fonctions en mai 2024. Hockey Magazine l'a rencontré. Mesdames et messieurs, bienvenue à Hockey le Magazine. Hockey le Magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Et par le livre de Pierre Gervais, Au cœur du vestiaire. En vente partout. Mesdames et messieurs, cette semaine à Hockey le Magazine, on a l'immense privilège de recevoir M. Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui est avec nous. Commissaire pour le moment encore, mais commissaire qui a également annoncé une grande nouvelle, vous le savez, dans les dernières semaines. M. Courteau, comment on se sent depuis le 16 décembre dernier et cette conférence-là de presse qui a été faite pour annoncer votre départ en mai 2024? Je suppose qu'on doit être libéré un peu, peut-être? Je ne sais pas si on peut appeler ça libéré, mais c'est certain que le fait d'avoir annoncé que j'étais pour mettre un terme à ma carrière de commissaire avec la Ligue junior majeure du Québec, c'était en deux volets. C'était un volet où est-ce que il y a rapidement 47 ans d'histoire qui ont passé par la tête, mais également c'est devenu un petit peu émotif là, quand c'est venu le temps de parler du support que j'avais eu de mon épouse et nos deux enfants durant tout ce temps-là. Mais dans le moment, là, tout de suite après, c'était OK, parfait. Là, on va établir le processus pour trouver la nouvelle personne, puis on va l'épauler, puis on va faire exactement ce qu'on avait convenu pour l'an prochain, qui va être l'année de ce qu'on appelle l'année de transition. Vous êtes quelqu'un qui était très apprécié de son milieu, puis je suppose que vous le saviez, que vous faisiez un bon travail, mais la pluie d'hommages qu'il y a eu par la suite, est-ce que ça vous a surpris même un peu? Comment vous avez vécu ça, ces moments-là? En tant que commissaire, la réalité de la vie, c'est que parfois, vous êtes plus critiqué que salué, puis c'est la réalité du travail que vous faites, mais vous avez été vraiment chaleureusement applaudi par tous. J'ai grandement apprécié tous les hommages, les messages que j'ai eus, puis je dois dire que ce qui m'a réellement fait chaud au cœur, c'est les nombreux messages que j'ai reçus d'anciens joueurs de la Ligue qui ont évolué puis, dans le circuit et qui ont pris le temps de m'écrire les messages ou m'appeler. Ça, j'ai grandement apprécié ça. Vous avez mentionné en conférence de presse qu'il y a deux choses en particulier que vous étiez fiers. Le côté bourse d'études aux joueurs, puis l'aide à l'école qui était donnée aux joueurs et l'expansion dans les maritimes également que la Ligue a connue dans les dernières années. Est-ce que c'est pour une de ces deux choses-là que vous voulez être retenu pour le mandat que vous avez eu? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on se rappelle du mandat de Gilles Courteau de plus de 35 ans avec cette Ligue-là? Bien, je pense que le dossier des maritimes a été une décision, après ma barre, très risquée qu'on a pris comme Ligue d'aller à Halifax puis de jouer des programmes doubles. Après ça, on connaît comment ça a évolué. Je vous dirais que l'avenue des équipes des Maritimes a donné un second souffle à la Ligue junior majeure du Québec. On a décentralisé la Ligue de la région métropolitaine où on était pendant plusieurs années. On est allé en région, on s'est bien établi à ce niveau-là. Ça a aidé également certaines villes du Québec d'avoir soit un aréna neuf comme à Shawinigan et Gatineau, puis des arénas rénovés comme Rimouski, Rouyn-Noranda et là, incessamment, Drummondville. Alors ça a été les deux éléments. Mais au niveau scolaire, je pense qu'il faut rappeler aux gens que durant toutes les années que j'ai agi comme président, commissaire, on a versé plus de 17 millions de dollars en bourse d'études aux joueurs de la Ligue. Au Québec, quand même, ouais, de penser exactement. 17 millions de dollars. Ça, c'est un accomplissement pour lequel je suis très fier, très heureux également du support qu'on a eu des propriétaires parce que c'était un grand risque qu'on prenait d'embarquer dans ce programme-là puis d'augmenter les bourses d'études comme on le fait, mais d'annoncer le résultat, plus de 3000 joueurs qui ont bénéficié de ça. À 17 millions de contributions financières. C'est excellent. M. Courteau, à travers ces 35 années-là, je suis 100% certain qu'il y a eu des soirées moins faciles que d'autres. Qu'est-ce que vous avez le plus appris sur vous-même au fil de ces 35 années-là, dans les embûches que vous avez eues à traverser, peu importe ce qu'elles ont été, sur l'homme que vous êtes devenu 35 ans plus tard? Moi, je vous dirais, c'est le calme. D'être calme dans des situations qui sont pas toujours évidentes. Ouais. C'est un élément que j'ai, je pense que j'ai appris à maîtriser, à être calme.
Puis c'est quelque chose que je m'étais fait dire dès le départ par mes mentors, là, Paul Dumont, John Harmon et compagnie, de toujours prendre mon temps avant d'annoncer une décision. Ça a toujours été des décisions réfléchies. Elles n'ont pas toujours plu à tout le monde, mais je peux vous assurer que quand il y avait une décision qui était prise, on avait pris le temps d'en discuter à l'interne avec les membres du bureau du commissaire, puis pour annoncer la décision qu'on considérait le plus important. Mais je pense que le calme et d'être posé dans chacune des décisions, c'est les deux éléments les plus importants sur lesquels. En terminant, M. Courteau, en mai 2023, quand vous allez remettre non pas la Coupe du Président, mais le trophée Gilles Courteau, qu'est-ce qui va vous venir en tête selon vous en premier? C'est un bel honneur que vous avez appris dans cette conférence-là du 16 décembre avec la Coupe du Président qui devient un trophée à votre nom. C'est vous qui allez la remettre pour la première fois, si je ne me trompe pas, en mai 2023? Ouais, effectivement, je vais avoir cet honneur-là. C'est un très bel honneur que les propriétaires m'ont fait en annonçant que la Coupe du Président va porter le nom de la Coupe Gilles Courteau. Ma première pensée va être à tous les prédécesseurs qui ont occupé le poste de président, même si c'était pas un poste de président à temps plein, c'était des gens qui étaient passionnés par le travail, qui ont amené beaucoup pour la Ligue junior majeure du Québec. C'est certain que je vais avoir une pensée pour eux, qui vont avoir ouvert le chemin pour que je puisse accomplir de concert avec les propriétaires, avec notre personnel, tout ce qu'on a accompli au fil de ces années-là. M. Courteau, félicitations pour cette carrière-là que vous avez eue. Je pense que les 2 prochaines années vont être chargées encore en émotions. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous à Hockey le Magazine. C'est un plaisir. Ça fait plaisir, merci. De retour chez Collègue Édition avec Pierre pour notre question de la semaine qui concerne cette semaine les sénateurs d'Ottawa qui affrontent le Canadien de Montréal. Et parler des sénateurs dans les années 2000, c'est parler d'un fameux trio qui a tellement frappé l'imaginaire. Oui. Moi, c'est dans mes souvenirs, honnêtement, quand j'étais plus jeune puis que j'étais un méga fan de hockey adolescent. Mais Daniel Alfredson, Jason Spezza, Danny Hitley, c'est un trio qui a marqué l'imaginaire, qui a d'ailleurs un surnom que j'avais jamais entendu, la Pizza Line. Est-ce que c'est moi qui manque de culture générale ou j'ai jamais entendu ce surnom-là? Écoute, je m'en rappelais pas non plus. Il a fallu que je fouille un peu, mais c'est super drôle. C'est qu'à l'époque, il y avait une promotion à l'Aréna des Sénateurs. Okay. Et quand l'équipe comptait 5 buts ou plus, ben, tout le monde présent avait une pointe de pizza. Alors, c'était pas les ailes de poulet à l'époque. Non, c'était des pointes de pizza. Et ça s'appelle le Pizza Line parce qu'eux autres, ils ont fait en sorte que ça coûtait cher de pizza à l'établissement parce que ça scorait beaucoup de buts. Tout à fait. Ça a été une belle époque pour les Sénateurs. Parle-moi donc de la valeur qu'ils ont, ces 3 gars-là, au niveau des cartes de hockey, peut-être leurs cartes recrues en particulier, je sais pas. C'est pas énorme, surtout quand on pense à Alfredson parce qu'il est à la fin des années 90. Alors, ces cartes sont pas super rares. Tandis que pour Spezza et pour Hitley, il y a des cartes qui sont un peu plus dispendieuses. Au début des années 2000, on parle, mettons, des Young Guns et des variantes comme ça. C'était 2 joueurs qui étaient parmi mes préférés, personnellement, quand j'étais plus jeune. Évidemment, fan du Canadien, mais je gardais quand même un œil sur ce qui se passait avec les Sénateurs. Et on a une question qui concerne les Sénateurs d'Ottawa pour vous cette semaine. Et on vous demande à quand remonte la dernière Coupe Stanley remportée par les Sénateurs d'Ottawa? Est-ce A, en 2009, B, en 1998 ou C, en 1927? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause à quand remonte la dernière Coupe Stanley des Sénateurs. Et la réponse est C, 1927. Je me rappelle, j'étais là. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'en ai quelques souvenirs quand même. Non, blague à part, quand même. 1927, c'était un peu une colle, celle-là, parce que depuis que les Sénateurs sont revenus dans la Ligue nationale de hockey au début des années 90, ils n'ont jamais remporté la Coupe, mais l'avaient emporté à cette époque-là, dans les années 10. Ils étaient dominants à cette époque-là. Tout à fait. Ils ont remporté 11 fois la Coupe Stanley, quand même. Peut-être une information que les gens ne connaissent pas nécessairement, mais ils ont eu une belle génération dans la période plus récente, surtout dans les années 2000, comme on parlait avant la pause. Ils n'ont jamais réussi à l'emporter, cette Coupe. Ils sont allés en finale. Ils sont passés proches. Ils ont eu des équipes très compétitives, mais ça n'a juste pas donné encore. On va leur souhaiter que ça puisse arriver dans les prochaines années, pas contre le Canadien, mais quand même, on va leur souhaiter que ça arrive. Merci, Pierre. Merci. On est de retour cette semaine avec Philippe Roy de Perfo Élite. C'est notre dernière capsule de la saison où on va vraiment faire des éducatifs. Et cette semaine, Philippe, tu avais envie de revenir encore une fois sur le côté de posturologie. Je dis encore une fois parce qu'on l'a vu un peu plus tôt cette saison. Mais cette semaine, tu voulais te concentrer sur le côté coordination, œil-main, main-œil. En tout cas, est-ce que c'est ça exactement? Il y a d'autres coordinations? Exécution et tout. Donc, c'est vraiment un facteur qui est très important aussi au hockey. Donc, c'est sûr qu'à la maison, ça vous est déjà arrivé de faire une passe dans les patins de votre coéquipier ou de recevoir une passe qui était supposée arriver directement sur votre palette, mais finalement, vous l'avez manqué. Donc, c'est l'histoire de la vie de bien des joueurs de hockey, ce que tu viens de parler là. Exactement. Donc, c'est un facteur qui est très important de venir travailler la coordination main-œil. Donc, c'est vraiment ici qu'on vient travailler tout ce qui est effet de profondeur, donc avec les yeux. Puis c'est souvent
cet aspect-là qui est plus difficile quand on reçoit une passe, par exemple, qui est directement sur la palette puis qu'on n'est pas capable de la réceptionner parce qu'on a des difficultés avec le côté plus coordination main-œil et les niveaux de profondeur sur la glace. Je suppose que quand tu parles de ça parfois à des jeunes qui n'avaient peut-être pas réalisé ce côté-là, ça doit les surprendre un peu d'apprendre que peut-être que la raison pour laquelle ils ont raté une passe, hormis le fait que ça peut arriver dans le jeu de hockey, mais c'est peut-être en raison aussi de l'effet de profondeur qu'on a mal développé au niveau des yeux. Exactement. Donc, en fait, la posturologie est un peu un domaine qui est un peu en effervescence ici. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que de plus en plus, on commence à réaliser que c'est pas juste niveau physique, c'est pas juste niveau mental. Les performances, c'est vraiment aussi au niveau neurologique, donc plus développement moteur. Là. OK, bien j'ai hâte d'aller voir les éducatifs que tu as préparés. Donc, pour l'exercice de coordination de main-œil, on commence à une distance de main du mur. On met nos coudes à 90 degrés vers l'avant et nos bras ne bougent plus. Seulement les avant-bras ont le droit de bouger légèrement. Ce qu'on fait, c'est qu'on lance la balle au mur et on doit venir l'attraper à la bonne place avec l'autre main. Pour ce qui est des yeux, on regarde toujours devant, seulement le mur. Pour ajouter un niveau de difficulté, ce qu'on aimerait, c'est venir fixer un peu au mur puis on ne regarde plus la balle. Le deuxième exercice de coordination de main-œil consiste à faire passer la balle de notre dos vers l'avant, par-dessus notre épaule. Ce qu'on veut, c'est bouger le moins possible notre corps et de suivre la balle avec nos yeux, de faire en sorte qu'on attrape la balle le plus efficacement possible, le moins loin possible, avec le moins de mouvement de notre main possible. Philippe, on vient de voir les éducatifs que tu avais préparés. Ça n'a pas nécessairement toujours besoin d'être les éducatifs les plus complexes qui peuvent malgré tout faire le travail qu'on a besoin de faire. Exactement. Donc, comme on a mentionné dans les capsules précédentes en termes de posturologie, c'est tous des trucs qu'on doit développer au niveau de l'enfance. Donc, on s'entend que quand on est plus jeune, c'est pas là qu'on est plus développé. Puis c'est des choses qui peuvent paraître vraiment banales, vraiment simples à réaliser, mais qui sont très souvent négligées ou qu'on n'a pas eu la chance de développer à 100% quand on était plus jeune. Donc, c'est vraiment des trucs qui se font avec une simple balle, donc vraiment pas de poids, rien du tout. Donc, c'est vraiment simple à réaliser. On a vu les éducatifs que tu avais préparés cette saison au niveau de la posturologie, mais si les gens qui nous regardent ont envie de poursuivre ce travail-là aussi, est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour eux s'ils ont l'impression de vouloir encore s'améliorer sur ce côté-là? Exactement, 100%. Ce qui est super simple à faire, en fait, c'est d'aller voir d'autres professionnels, comme exemple Accès Physio avec des physios, où est-ce que des fois, ça vient justement venir performer un peu plus davantage parce qu'il y a des facteurs que, en posturologie, en entraînement, les coachs sur la glace, on ne peut pas aller chercher plus loin. Donc, c'est important de s'entourer de professionnels. Parfait. Merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour à tous. De retour cette semaine accompagné d'Éric Dupont, spécialiste hockey, pour une autre capsule équipement concernant les gardiens de but. Alors, on a vu de la semaine passée les jambières, cette semaine les patins. Oui, c'est un domaine assez particulier. On peut voir des patins, c'est très intéressant. Mais Pierre, moi, je suis curieux de savoir, chez le Canadien, chez les professionnels, est-ce que ajuster, fitter un joueur, puis les gardiens que tu avais dans ta carrière, est-ce que c'était vraiment similaire? Il y avait des différences? C'était pas mal différent. C'est plus facile, je dirais, des gardiens de but. C'est sûr que naturellement, ils patinent moins, ils sont plus à l'aise. Puis maintenant, avec la nouvelle technologie des patins, justement, qu'on va voir tantôt, vraiment une grosse différence. Pour moi, la plus grande différence, c'était l'aiguisage. Maintenant, avec la machine Elite, c'est vraiment fantastique parce que, comme Carey Price, prenait ses patins tellement profonds, tellement crus, qu'à la machine conventionnelle, il fallait vraiment que je passe, puis je passais une demi-heure sur les lames, puis je changeais de lame assez souvent. Maintenant, avec Elite, on met des patins, on presse sur 20 passes, je peux aller faire autre chose quand je reviens, les patins sont faits. Je dis à Carey, tu peux changer tous les jours à partir d'aujourd'hui, ça va faire plaisir. Oui, l'automatisation des aiguisages, ça aide beaucoup le travail de tout le monde, puis la qualité de l'aiguisage aussi. Effectivement. Comme premier patin, vous allez sûrement regarder ça puis dire hein, c'est quoi ce patin-là? C'est Bauer, encore une fois, pousse l'enveloppe de la technologie en certains produits qui est complètement différent de ce qu'on est habitué. Moi, je me demande toujours ça. Ça va arrêter où? On se pose tous la même question. Même nous qui sommes des détaillants,
puis qu'on a des relations quand même assez proches avec les Bauer, CCM, True et Sherwood de ce monde, et Warrior, ils n'arrêtent pas de nous épater avec des nouvelles technologies. Pour les gens qui ont eu la chance d'aller visiter le centre de recherche et développement de Bauer à Blainville, c'est quand même un endroit qui est fermé aux gens, puis c'est pas tout le monde qui peut y aller. Moi, j'ai été chanceux, je travaille dans le domaine, donc j'ai eu la chance de visiter, avoir des rencontres là avec les gens de Bauer. Puis c'est vraiment épatant de voir ce qu'ils peuvent faire. Puis quand on voit un produit comme ça sortir, qui a été testé, je suis surpris, mais en même temps, je ne le suis pas tant. Donc, le Connect, qui est un nouveau patin de gardien, qui est vraiment une technologie différente, on fait un petit peu un retour dans le passé pour certains avec des patins, avec comme un attache un petit peu qui fait penser à la botte de ski, mais aussi la botte à l'intérieur qui est complètement amovible. Donc, en magasin, quand tu viens essayer le patin de ton gardien, tu vas essayer ça. C'est une expérience totalement différente d'un patin de joueur normal ou même d'un patin de gardien standard. Donc, on a un four spécial pour chauffer la botte qui moule le pied. C'est une expérience tout à fait différente. Un patin qui est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Puis un gardien comme le gardien du Lightning, André Vasilevski, qui porte ça puis qui adore. Mais tu as raison, Eric. Les compagnies mettent beaucoup, beaucoup de temps et d'argent dans la recherche et développement. Énormément de temps. Moi, je me rappelle, à l'époque, des fois, les représentants nous amenaient, que ce soit un patin, peu importe un casque, qui était à l'étude, puis nous le montraient, nous, puis comme je disais tantôt, je me demande ça va arrêter où, sincèrement. Là. Mais tant mieux pour les amateurs de hockey. Non, je suis d'accord avec toi. On poursuit avec le True. Puis comme deuxième modèle, un True, je voudrais dire que c'est un patin un petit peu plus standard quand on compare au Connect de Bauer, mais encore là, True, un petit peu comme le patin joueur, c'est un patin qui est tout à fait différent des autres. La façon que le patin est thermoformable, une fois chauffé, peut épouser le pied, vraiment, vraiment différent d'un Bauer, d'un dans la Ligue nationale, Eric, là, très, très populaire. Le True, là, très, très, très populaire. Si les joueurs puis les jeunes portent attention, comme tu dis, les gardiens de la NHL, la LNH, tu peux voir qu'il y en a une grande majorité qui portent un patin True. Puis il y a des raisons pour ça. Ils font un très bon travail. Puis quand ça prend la forme du pied, spécialement pour le gardien, ça devient vraiment une prolongation de sa jambe. Donc, c'est un gros avantage pour le gardien. Éric, merci beaucoup encore une fois. Et de retour la semaine prochaine pour une autre capsule d'équipement concernant les gardiens de but. Cette semaine, dans notre segment Parcours vers le hockey mineur, on a le plaisir de recevoir l'attaquant de l'Organisation du Canadien de Montréal, Raphaël Harvey-Pinard, qui est avec nous. Raphaël, qui, comme vous le savez probablement tous, est un gars originaire du Saguenay. Ça fait partie de tes racines. C'est quelque chose qui t'a suivi partout dans tes années de hockey mineur. Et maintenant, quand on te voit avec le Canadien, qu'est-ce qui te revient le plus en tête avec le hockey mineur au Saguenay quand tu avais 5 ou 6 ans, quand ça a commencé? Ah, mon Dieu, c'est dur. C'est une bonne question en commençant, honnêtement. Il y a tellement de beaux souvenirs de mon hockey mineur. J'ai eu la chance de me faire des amitiés que j'ai encore aujourd'hui, que j'ai mes amis au Saguenay. J'ai eu un beau parcours. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir d'excellents entraîneurs aussi. Donc, c'est juste des bons souvenirs. Quand tu repenses peut-être aux années Atom, Pee-Wee, Bantam, Midget, est-ce qu'il y a une année en particulier qui te revient en tête où vous aviez peut-être une équipe meilleure que d'habitude et qui t'est restée marquée dans ta tête? Je dirais peut-être Midget Espoir un peu plus tard que Pee-Wee Bantam. On avait eu vraiment une bonne année, honnêtement. On avait eu des bons tournois. On s'était rendu loin aussi à Coupe Dodge. On avait passé proche de gagner en finale, je me souviens bien. On avait vraiment une bonne équipe. C'était super le fun, l'ambiance dans la chambre aussi cette année-là. Tu avais poursuivi par la suite avec le Midget 3A, on le sait évidemment, à Jonquière. Moi, c'est une année où personnellement, je t'avais connu à l'époque parce que j'étudiais moi aussi à Jonquière, puis je m'en rappelle beaucoup de cette année-là. Moi, j'en ai gardé un bon souvenir de cette saison-là en 2015-2016. Qu'est-ce que toi, tu te rappelles de cette année-là, Midget 3A? Honnêtement, ça a été une de mes belles années de hockey. J'ai dit Midget Espoir, j'aurais pu dire également le Midget 3A. T'as entièrement raison. On avait une belle équipe. Je pense que ça a fini un peu en queue de poisson en série, mais honnêtement, on avait vécu une année incroyable. On gagnait les matchs par-dessus match. Honnêtement, on avait fini premier, je me rappelle bien. Ouais, ça avait été une belle saison. On avait perdu en deuxième ronde des séries contre l'équipe qui a gagné les séries. Par la suite, tu es parti avec les Huskies de Rouyn-Noranda, tu es revenu plus tard avec Chicoutimi, mais tu as joué dans 2 régions éloignées au Québec. C'était quoi que tu observais peut-être comme les différences entre l'Abitibi et le Saguenay? C'est pas des grands centres de hockey, évidemment, veux pas quand on compare à Montréal ou à Québec? Là? Non, c'est sûr que c'est différent, mais en même temps, c'est tellement petit, tout le monde se connaît, tout le monde aime le hockey, tout le monde
monde aime le hockey junior, aime suivre les équipes. Puis je pense que ça crée une belle atmosphère dans les arénas. À Rouyn-Noranda, en série, c'est toujours l'aréna la plus bruyante. C'est petit, mais tout le monde est là pour nous supporter. Quand tu te promènes dans la rue, les gens te reconnaissent, te parlent. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment le fun de vivre le hockey en région. Quand, évidemment, ta vie a progressé, tu es devenu un professionnel maintenant. Quand tu repenses à ces années-là, qu'est-ce qui te manque le plus? Est-ce que c'était les soupers d'équipe, les tournois de saison, la camaraderie avec tes amis à l'école? Je sais que la vie a beaucoup changé maintenant avec le professionnel, mais quand tu repenses à l'essence même de ça, le hockey mineur? Je dirais probablement, tu viens de le mentionner, mais les tournois pendant la saison, c'est quelque chose au hockey mineur qui est vraiment le fun. Aller dormir à l'hôtel 2 soirs. Oui, puis... exactement. Tu vas au restaurant avec la famille, avec les joueurs, puis juste de comme mettre un petit break dans la saison, puis vivre une émotion qui est plus forte dans un tournoi de même. C'était des belles émotions, puis c'est quelque chose qui me manque, c'est sûr. Quand on parle du hockey au Québec, on dit souvent que ça devient sérieux rapidement, puis que jeune, il y a tout le contexte du hockey élite, puis tout ça. Toi, quand tu retournes au Saguenay, puis tu parles avec les jeunes joueurs là-bas, qu'est-ce que tu leur dis qui est peut-être le plus important à se rappeler pour eux avant de penser à la compétition, résultats, puis tout ça? Là? Bien, je pense que le mot-clé, c'est le plaisir. On joue tout au hockey. Pourquoi? Parce que nous autres, dans notre tête, c'est le plus beau sport au monde. Donc, c'est de garder cette mentalité-là, puis d'embarquer sa patinoire, puis juste d'avoir du plaisir. C'est ça le plus important. De ne pas voir trop loin, d'y aller un match à la fois. Je pense que c'est la clé du succès. Tu parles de mentalité puis de comment tu étais à l'époque. Est-ce que tu as tout été le même genre de joueur que celui qu'on connaît maintenant avec le Canadien puis avec le Rocket, la fougue qui fait partie de ton ADN puis que tout le monde reconnaît? En général, oui, j'ai toujours été un gars qui a travaillé fort. Je dirais peut-être que j'étais un peu plus skills quand j'étais plus jeune à ce niveau-là. Marquer plus de buts, peut-être évidemment qu'au niveau professionnel. Marquer plus de buts. Je pense que ma mentalité a changé un peu dans le junior majeur. Je me suis rendu compte que si je voulais vraiment percer, il va falloir que j'excelle dans les détails de la partie. Puis c'est là que j'ai commencé à vraiment jouer le style de jeu que je joue aujourd'hui. En terminant, est-ce que tu étais un fan du Canadien? Et si oui, est-ce qu'il y avait un joueur en particulier sur lequel tu t'identifiais dans les années entre 2005 et 2015, dans ce coin-là environ, quand tu étais plus jeune? Oui, j'étais un grand fan des Canadiens. Là. Ma chambre était complètement canadien. C'était écrit « Go Habs Go » sur mon mur. Puis je manquais pas un match avec mon père. Puis, Des fois, les gars du Saguenay, je me demande si c'est peut-être plus avec Québec que vous aviez l'attachement aussi, puis tout ça. Mais en même temps, on n'a pas connu l'époque des Nordiques, nous. Là, mais... Non, c'est ça. Mais mon père était Canadien all the way. Puis j'écoutais le hockey avec lui. Donc c'est sûr que je suis devenu un fan du Canadien assez rapidement. Puis David Dernier qui avait joué avec les Saguenayens, qui est allé jouer avec les Canadiens, je l'ai regardé beaucoup jouer. Gallagher aussi, il a commencé vers ces années-là aussi. 2012 environ, là, quand tu étais adolescent, puis dans les années où tu as été midget 3. Évidemment. Donc c'est un gars qu'on pouvait regarder jouer, puis s'inspirer de la façon qu'il travaillait sa patinoire. Ça a été un exemple pour moi. Là. Merci beaucoup, Raphaël, pour les souvenirs. Merci. Merci beaucoup à Raphaël Harvey-Pinard d'avoir été avec nous et merci à vous d'avoir été également pour cette émission d'Hockey le Magazine. La semaine prochaine, on s'entretient avec Sylvain Guimond, docteur en psychologie sportive, et on parle avec Stéphane Fournier de chez Accès Physio. À la semaine prochaine. Hockey le Magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Et par le livre de Pierre Gervais, Au cœur du vestiaire. En vente partout.